Je vais le dire tout de suite, franchement, je ne vais pas traiter le sujet que j'avais annoncé. Pourquoi ? Pour 3 raisons. Parce que d'abord, je n'avais pas, au moment où j'ai proposé le titre et le résumé de mon intervention, je n'avais pas connaissance du programme extrêmement riche et articulé de cette journée. Vous allez voir que les différents intervenants vont prendre la thématique de l'anticipation sous toutes les coutures, sous tous les angles. Jérôme Goffet va faire les distinctions conceptuelles nécessaires, différence entre anticiper, prévoir, prédire. Sophie Crozier va vous parler du rôle du diagnostic dans la décision médicale, de la difficulté à partir d'un diagnostic neurologique de prévoir le handicap futur et la difficulté encore plus grande de prévoir la qualité de vie qui sera celle de la personne avec ce handicap. Paul Louvel-Dubuc va vous amener sur le terrain des mesures d'anticipation, des directives anticipées. J'aurais moi aussi pu vous parler d'une enquête qu'on vient de sortir à la Fondation Médéric Alzheimer, qui a été réalisée par Manuel Plisson auprès d'un échantillon de 3600 Français sur le rôle, sur les stratégies patrimoniales des Français vis-à-vis du risque dépendance. Cette étude est disponible sur notre site. Hubert Blin va nous montrer, et là on s'approche de la thématique serrée dont vient de parler Philippe Amouyel, de l'effort actuel en gériatrie pour repérer les personnes âgées dites fragiles, c'est-à-dire celles qui ont un risque accru de devenir dépendantes. Jacques Touchon va nous parler de la discordance croissante entre les pouvoirs diagnostiques, on peut diagnostiquer de mieux en mieux et de plus en plus tôt, et les pouvoirs thérapeutiques qui restent limités. Et après, il y a un florilège de 3+2 interventions. Francis Eustache, les diverses manières de diagnostiquer plus précocement, nous dira qu'il y a l'imagerie, il y a les biomarqueurs, mais il y a aussi la neuropsychologie, il ne faut pas l'oublier. Carole Dufouille nous parlera de la distinction entre causalité et corrélation, et Audrey Gabel s'interrogera sur l'utilisation progressive de critères et d'outils de diagnostic précoce qui ont d'abord été définis et utilisés pour la recherche et qui petit à petit interviennent dans la clinique. Nicolas Lechopier, qui est un ami de longue date, que je me réjouis de voir ici, vous parlera de ce paradoxe d'un savoir qui augmente l'incertitude, et Hervé Schneeweis de ce paradoxe du malade potentiel dont on sait ou dont on a de fortes raisons de penser qu'il va développer une maladie, mais qu'il ne l'a pas encore développée. Et on ouvrira avec, plus généralement, la communication relative au risque de maladie, non seulement par les médecins, les chercheurs, mais aussi les médias, avec l'intervention de Laurent Vizier. Et évidemment, Léo Koutelek, est-ce que ces savoirs d'anticipation, ils nous émancipent ou ils nous aliènent ? Vous voyez qu'il ne restait plus beaucoup de place, philosophiquement parlant, pour retraiter une de ces questions. Et puis surtout, on a passé 2 jours très riches à Montpellier, et je ne suis pas tout à fait le même dans ma réflexion qu'avant d'arriver à Montpellier. Et donc les notes que j'avais préparées, elles me semblaient plus tout à fait d'actualité après ces 2 jours. Et puis j'avais emmené avec moi dans le train, et je l'ai fini à l'hôtel, un ouvrage que Marie-Ève Joël vient de faire paraître qui s'appelle « Accompagner autrement le grand âge ». C'est un livre extrêmement précieux, et il y a dedans un petit passage qui m'a donné une idée de la façon dont je pourrais aborder la question. Je le cite, il n'est pas très long. C'est un petit paragraphe qui s'appelle « Un contexte incertain ». Le débat sur la perte d'autonomie est délicat en raison du niveau d'incertitude lié aux prévisions et aux scénarios relatifs à celle-ci. Une première incertitude concerne le nombre de personnes dépendantes à 20 ou 40 ans. Je passe quelques lignes. L'amélioration du diagnostic des pathologies neurodégénératives et la réduction des situations de sous-diagnostic vont corriger les évaluations du nombre de personnes âgées dépendantes, mais on ne sait pas à quel rythme ces corrections se feront. De même, Marie-Ève Joël est économiste de la santé. De même, il y a de fortes chances que de nouveaux médicaments réduisent la situation de dépendance résultant de certaines pathologies. On est dans l'anticipation, là. Mais il est difficile de prévoir quand. Les estimations dont on dispose ne permettent pas d'avoir une vision à moyen terme fiable des personnes qu'il faudra accompagner et soigner. Les fourchettes dont on dispose sont encore assez grossières.
Du coup, cela m'a donné l'idée de traiter le thème de l'anticipation en vous proposant 2 expériences de pensée. L'anticipation, ce n'est pas la même chose que la prévision parce que ça va à la fois en amont, on essaye de prendre les choses plus en amont, et en aval, on essaye d'anticiper. Donc je vous propose une expérience de pensée qui va plutôt vers l'amont et on en fera une seconde vers l'aval. Ma première expérience de pensée, ça vous rappellera un film des années 70. Imaginons qu'Alois Alzheimer, psychiatre et neuropathologiste allemand, né en 1864, n'est pas mort en 1915. Tel Hibernatus, il a été retrouvé, il vient d'être retrouvé, vivant, congelé dans les glaces du pôle Nord, par une expédition polaire franco-danoise. Un siècle après sa disparition, on l'a progressivement réanimé. Les spécialistes mondiaux de l'hibernation artificielle, c'est une chance, travaillent à l'université de Montpellier. Les médecins l'ont progressivement adapté au fait qu'il allait découvrir un monde qui n'est pas du tout le sien, et ils lui ont recommandé de rester quelque temps à l'hôpital. Ce n'est pas le tempérament d'Alois Alzheimer. Il a donc fugué. Il est allé prendre l'air, il voulait voir le jour, il voulait se faire sa propre idée. Et là, il est évidemment allé de surprise en surprise. D'abord, quand il est parti dans le pôle Nord, on est en 1915, on est en pleine Première Guerre mondiale, il voit flotter dans Montpellier tous les drapeaux européens. Et au moment où il va s'acheter une boîte de cigares, Alzheimer était un grand fumeur de cigares, il achète également le journal. Il s'aperçoit que l'âge de départ à la retraite est à 60 ans, qu'on envisage de le repousser à 65 ans. Il a 50 ans aujourd'hui, il a encore 15 ans. Il est maître de conférence dans le journal, son œil est attiré par quelques mots. Université d'été, éthique, Alzheimer et maladies neurodégénératives. Il est place de la Comédie, là. Amphithéâtre d'anatomie. Il était histopathologiste. Il pose le journal, ramasse sa sacoche et dans quelques minutes, il va entrer dans cette salle. Lorsqu'il s'est retrouvé pris dans les glaces du pôle Nord, en 1915, Alzheimer avait 50 ans, c'était un psychiatre et un neuropathologiste mondialement connu. Il a commencé sa carrière dans l'asile pour les aliénés et les épileptiques de Francfort, où il a rencontré Franz Niels, de 4 ans son l'aîné, qui était l'un des pionniers de la coloration des tissus cérébraux. Grâce à lui, Alzheimer, qui était déjà un excellent psychiatre, un excellent clinicien, devient, et les Allemands en sont très fiers, un clinicien, un psychiatre armé d'un microscope. Au tout début du XXe siècle, Niels puis Alzheimer rejoignent à la clinique royale de psychiatrie de Munich celui qui est alors le géant de la psychiatrie mondiale, Émile Kraepelin. Émile Kraepelin, dont le manuel de psychiatrie est traduit dans de très nombreuses langues, confie à Alois Alzheimer la tête du laboratoire d'histopathologie. Kraepelin et Alzheimer étaient faits pour s'entendre. Kraepelin était le spécialiste de la classification des maladies mentales. Son manuel est une espèce d'ancêtre de notre DSM. Quant à Alois Alzheimer, c'était une sorte de Dr House, pour ceux qui regardent la télé. C'était quelqu'un dont la passion était le diagnostic différentiel des maladies qui affectaient les fonctions psychiques. Quelques années avant de rejoindre Kraepelin, en 1901, il a rencontré à Francfort une patiente d'une 50aine d'années, je pense que vous connaissez cette histoire, qui lui devait donner du fil à retordre. Elle avait été admise à l'asile, adressée par son médecin de famille qui avait diagnostiqué une paralysie générale, une neurosyphilis. Alzheimer n'a jamais cru à ce diagnostic. Le tableau de symptômes présenté par la patiente, amnésie, aphasie, agnosie, apraxie, lui évoquait d'autres pistes. Première piste, artériosclérose, une maladie vasculaire. Deuxième piste, une démence sénile d'apparition très précoce, ou peut-être autre chose. En 1898 et 1899, je fais un peu hommage à Armel Debrue ici, Alzheimer fait paraître 2 articles extrêmement importants sur les démences du sujet âgé. Il y montre que, contrairement à ce que pensaient à l'époque tous ses contemporains, la démence du sujet âgé n'était pas toujours que d'origine vasculaire. Selon lui, il y a une autre étiologie
de la démence du sujet âgé une étiologie dégénérative. Il avait observé des centaines de cerveaux avec des atrophies, avec des lésions, il avait du mal à voir avec les techniques de l'époque, mais dans très peu de lésions vasculaires. En 1904, dans la nouvelle édition de son manuel de psychiatrie, Kraepelin actualise sa description de la démence sénile. Il reprend à son compte l'idée d'Alzheimer. Il dit qu'il y a deux grandes étiologies de la démence du sujet âgé, une étiologie dégénérative et une étiologie vasculaire. Kraepelin ajoute, dans la majorité des cas, ce que l'on voit, ce sont des formes mixtes. La science peut distinguer deux types de processus, mais dans la majorité des cas, ce sont des formes mixtes où il y a les deux types de processus qui sont soit juxtaposés, soit qui se potentialisent. C'est la raison pour laquelle, quand il voit Augusta Deters à l'asile de Francfort, Alzheimer se dit que ça peut être soit une démence sénile précoce, soit une artériosclérose. Le problème, c'est que l'histoire naturelle, apparition insidieuse, évolution progressive, cadre mal avec une démence vasculaire. Et le diagnostic de démence sénile est assez difficile à poser parce que contrairement aux démences qui surviennent chez des sujets plus âgés, la patiente a des troubles focaux qui sont vraiment prédominants. Et puis elle est très jeune, elle a 51 ans et demi. Pour en avoir le cœur net, Alzheimer fait venir depuis Francfort jusqu'à Munich le cerveau de sa patiente. Sous le microscope, avec la coloration argentique de Bilchowski, il voit deux lésions qui, dit-il, étaient inconnues à l'époque. Les plaques, les dégénérescences. Fin 1906, il présente ce cas lors d'un congrès de Tübingen. Il rappelle ce qu'il a observé à la clinique, il rappelle ce qu'il a vu sur le microscope. Il dit, voilà, on a trouvé deux lésions qu'on ne connaissait pas. La leçon qu'il en tire, c'est qu'il faut se garder de faire rentrer au chausse-pied les cas qu'on ne sait pas diagnostiquer dans les catégories existantes. Peut-être, dit-il, nos catégories diagnostiques ne sont pas bonnes. Sa conférence n'a très peu d'audience. Il n'y a aucune question qui lui est posée à la fin de son exposé, parce que pendant tout le congrès, ce dont tout le monde débat, c'est du freudisme et de la soi-disant opposition entre l'école de Freud et l'école de Kraepelin. Genèse mentale des maladies psychiques ou genèse organique de ces maladies. Dans les 3 années suivantes, Alzheimer et son équipe voient 3 autres cas. En 1910, Kraepelin publie la 8e édition de son manuel. C'est un passage célèbre. Alzheimer a décrit un curieux groupe de cas avec de très sévères altérations cellulaires. Et Kraepelin conclut en disant « La signification clinique de cette maladie n'est pas encore claire ». Ce qui signifie pour lui qu'il ne sait pas si c'est une forme d'artériosclérose, une forme de démence sénile précoce, une maladie qu'on ne connaît pas encore, une forme inconnue d'une maladie déjà connue. À Prague, un autre chercheur, je vous rassure, j'ai bientôt fini mon historique, mais vous allez voir qu'il n'est pas inutile, totalement inutile. À Prague, c'est l'école rivale de celle de Kraepelin, c'est l'école d'Arnold Pick. Travaille un autre chercheur qui publie lui aussi des centaines de cas, il s'appelle Oskar Fischer. Il étudie les plaques séniles chez des sujets très âgés, il en voit beaucoup, il voit parfois des dégénérescences fibrillaires. Pour lui, le groupe de cas décrit par l'école de Munich n'est pas du tout une nouvelle maladie, ce sont simplement quelques cas exceptionnels de démence sénile qui surviennent un peu plus tôt. Et on voit fleurir dans la littérature de l'époque l'expression « die sogenannte Alzheimersche Krankheit » ou en anglais « the so-called Alzheimer's disease », ce que les gens de Munich appellent la maladie d'Alzheimer, mais que nous, on connaît depuis longtemps comme étant la démence sénile. En lisant ces travaux, Alzheimer se rend compte qu'il s'est trompé, c'est que quand il a observé le cerveau d'Augusta D au microscope, et qu'il a dit les plaques séniles, on ne les connaissait pas, je ne les avais jamais vues. Il s'est trompé parce qu'en fait, il les avait déjà vues 10 ans plus tôt, avec une autre technique de coloration. Et ceux qui ont fait un tout petit peu de neuropathologie savent que selon la technique de coloration qu'on utilise, on ne voit pas les mêmes choses. Les imageurs aussi le savent très bien, ça. Conclusion d'Alzheimer, Fischer a raison sur un point, c'est le même processus pathologique que dans la démence sénile, chez les sujets jeunes. Et, dit Alzheimer, c'est grâce à Fischer que j'ai compris mon erreur. C'est bien la reconnaissance par un chercheur de ce statut-là dans un article. Il le dit, on ne peut plus clairement. Je me suis
gravement trompé sur ce point. Mais, dit-il, au point de vue de la clinique, le tableau n'est pas le même. Et la localisation des lésions n'est pas tout à fait la même. Donc le groupe de cas que j'ai décrit chez les sujets jeunes, ce n'est pas juste une forme précoce de démence sénile, c'est une forme atypique de démence sénile qu'il faut savoir reconnaître et distinguer. Et Alzheimer conclut, les travaux de Fischer ont confirmé ce que j'affirme depuis 10 ans. L'étiologie vasculaire n'est pas la seule en cause dans les démences du sujet âgé. Il y a aussi une étiologie importante qui est l'étiologie dégénérative. De manière extrêmement étrange, ce n'est ni la prudence de Kraepelin, ni les nuances d'Alzheimer que l'histoire a retenues. Tout le monde, à partir de 1915, pense qu'il existe une démence dégénérative du sujet jeune et que toutes les démences qui surviennent chez les sujets plus âgés, c'est des démences essentiellement d'origine vasculaire. Il faut attendre les années 60 et même les années 80 pour qu'on se mette à parler de démence sénile de type Alzheimer. Pendant près d'un siècle, on oppose les deux. La démence présénile, c'est du dégénératif chez des sujets jeunes. La démence sénile, c'est un autre processus pathologique, c'est du vasculaire. Et ils sont beaucoup plus nombreux. Alois Alzheimer vient d'entrer dans cette faculté de médecine. En quelques instants, il va entrer dans cet amphithéâtre. Sur le chemin, il a encore quelques surprises. D'abord, à l'entrée de la faculté, on lui demande d'éteindre son cigare. Il n'avait pas l'habitude du tout, il fumait dans son laboratoire en permanence, il y avait des mégots de cigares qui traînaient partout. On lui parle de cancer du poumon, de graves problèmes de santé publique, de durée de vie. Il dit, mais c'est quoi la durée de vie à votre époque? Il est assez ébahi. C'est un homme discret, Alzheimer, humble, modeste. Quand il entrera dans la salle, il se glissera dans la salle et d'abord il écoutera ce que les autres conférenciers de cette journée diront. Il sera très étonné de constater que la forme atypique de démence sénile qu'il a décrite chez quelques rares sujets et à laquelle Kraepelin a donné son nom, Alzheimer, fasse l'objet d'un colloque 100 ans plus tard. Il sera encore plus surpris qu'il y ait eu un plan Alzheimer. Lorsqu'il est mort, il y avait au grand maximum dans le monde une 50aine de médecins-chercheurs qui savaient ce que c'était que la maladie d'Alzheimer et encore moins qui en avaient vu. Ils avaient vu des démences séniles, mais très peu de gens avaient vu des démences chez des sujets jeunes. Au moment du déjeuner, quand on ira déjeuner, il se présentera, je pense, il attendra le déjeuner, il expliquera sa situation et il nous demandera comment il se fait que nous soyons réunis ici sur une question de ce genre. On lui expliquera ce qui s'est passé. On appelle aujourd'hui maladie d'Alzheimer ce que lui, il appelait démence sénile dégénérative. Il demanderait, mais alors les cas jeunes, vous les appelez comment? Les cas qui surviennent chez des sujets jeunes. Et Philippe Amouyel lui expliquerait notamment la génétique. Je pense qu'Alzheimer serait fasciné par la génétique et les formes familiales. Il dirait, mais alors les cas que j'ai décrits, c'était des formes familiales? On lui dirait non, parce qu'on est allé chercher dans les cerveaux, on n'a pas trouvé. C'est des maladies d'Alzheimer à début précoce. Il nous dirait, alors est-ce que vous le savez la soigner? Non. Mais vous m'avez dit que l'espérance de vie a considérablement augmenté. La prévalence de la maladie doit être énorme. Comment vous faites? C'est un Allemand, il est pragmatique. Comment votre société se débrouille-t-elle? Je pense qu'il se tournerait alors vers Marie-Ève Joël pour avoir une vision économique de la situation. Vous ne savez pas la soigner. Qu'est-ce que vous avez appris depuis 1915? Je pense qu'il serait fasciné par la neuroimagerie. Lui, il a dessiné des neurones avec des dégénérescences fibrillaires à la main, avec une caméra obscura. Il serait fasciné par ce qu'on voit actuellement. Il serait fasciné par l'exposé de Francis Eustache sur la neuropsychologie, à la fois pour son analyse des mécanismes de la mémoire et des autres fonctions que par la sophistication de la remédiation cognitive. Il serait fasciné aussi par la biologie moléculaire, parce qu'on sait beaucoup mieux ce que c'est maintenant que ces deux lésions que lui-même a décrites. Il serait fasciné par la neuroépidémiologie. À mon avis, il serait fasciné par l'exposé de Carole Dufouil. Il dirait, mais alors, au niveau des pistes thérapeutiques, vous n'avez pas de traitement, mais les pistes thérapeutiques, il se tournerait vers Jacques Touchon. Où est-ce que vous en êtes? Jacques Touchon lui expliquerait probablement qu'il y a des baptistes et des taoïstes, des taoïstes, des gens qui pensent que c'est la cascade amyloïde qui est la responsable des processus, d'autres que c'est plutôt la protéine Tau sur laquelle il faudrait concentrer les efforts. Là, il serait stupéfait, encore plus
qu'on parle d'amitié franco-allemande, qu'il y ait des voitures, il serait stupéfait. Parce que dans son article de 1911, Alzheimer est formel. Selon lui, les 2 lésions qu'il a décrites, plaque sénile, dégénérescence fibrillaire, ne sont pas la cause des phénomènes qu'il a observés. Il y a un paragraphe entier là-dessus. Pour lui, c'est absolument clair, ce n'est pas la cause du processus. C'est extrêmement utile pour le différentiel. Pour Dr House, c'est parfait parce que ça permet de dire c'est du dégénératif, c'est pas du vasculaire. Mais pour lui, c'est absolument clair. La seule chose qu'on peut tirer comme conséquence étiologique, ça vous dit, voilà, vous avez du dégénératif. Mais il dit, il y a plein de choses à côté. Il y a une atrophie diffuse du cerveau, on voit plein d'autres choses. Il y a des fois où il n'y a pas de dégénérescence fibrillaire, mais des cas à plaques seules. Il y a des gens qui ont beaucoup de plaques et qui n'ont pas de troubles cognitifs. Il a quasiment fait l'étude des nonnes avant nous. C'est Simkowitz, en 1920, le premier qui a essayé de faire des corrélations entre les modifications cérébrales et les symptômes. Il dirait, mais alors chez le sujet âgé, qu'est-ce que vous faites ? Traitement vasculaire, est-ce que vous traitez vasculairement ? Il y a une autre étiologie, le traitement vasculaire. Et on lui dirait, oui, d'ailleurs l'incidence de la maladie, il y a plusieurs études que l'incidence de la maladie est en train de baisser, et on pense que l'une des raisons, c'est les préventions non spécifiques des problèmes vasculaires. 4e sujet de stupéfaction d'Alzheimer, mais pourquoi diable me demandez-vous d'éteindre mon cigare en entrant dans la faculté de médecine? Pourquoi faites-vous des campagnes de prévention si agressives contre le cancer du poumon? Et pourquoi n'y allez-vous pas de manière aussi agressive sur la prévention vasculaire des maladies cérébrales? Là, je pense qu'on lui donnerait le numéro de téléphone de Joël Ménard. Il s'excuserait, il dirait « c'est mon esprit allemand, je suis excessivement rationnel ». Mais est-ce que c'est vraiment raisonnable de concentrer tous les efforts de la recherche sur un seul facteur, sur une seule hypothèse étiologique de ce phénomène dont on sait quand même qu'il est complexe et qu'on est souvent sur des formes mixtes? Alors on lui expliquerait qu'on pense que ça ne marche pas parce qu'on prend le phénomène trop tard, que les médicaments pour l'instant, les molécules qu'on a testées ne fonctionnent pas parce qu'on pense qu'on les a administrées trop tard, qu'il faudrait les administrer plus tôt. Des formes prodromales ou sur des sujets asymptomatiques. On lui expliquerait qu'on a fait des progrès diagnostiques énormes, qu'il y a des biomarqueurs, qu'on peut faire un diagnostic biologique. Là, Alzheimer est à 2 doigts de faire une crise cardiaque. Diagnostic biologique, dans l'esprit d'Alzheimer, ça n'existe pas. On fait le diagnostic d'un malade, et éventuellement, il y a un problème, on va voir à l'aide de la biologie ce qu'il a, mais pour lui, le diagnostic biologique, c'est une contradiction dans les termes. Je ne dis pas qu'il a raison, mais en tout cas, dans son épistémologie à lui, c'est quelque chose qui est inconcevable. Sa tête commence à tourner. Il nous demanderait probablement là de bien vouloir l'excuser, il prendrait sa sacoche et arrivé près de la porte, là-haut, il ferait une fausse sortie à la Colombo. Vous savez, Colombo part, le suspect pense que c'est bon, et puis Colombo revient. Donner le coup de grâce. Il dit, mais dans cette salle, j'ai vu des neuroimageurs, j'ai vu des neuropsychologues, j'ai vu des neuroépidémiologistes, j'ai parlé à des neurobiologistes internationalement connus, j'ai pas vu de neuropathologiste. Et surtout, dirait Alzheimer, j'ai pas vu de psychiatre. De son temps, il faut l'excuser, de son temps à Munich, c'était les psychiatres qui prenaient en charge les sujets déments-âgés. Pour lui, la fonction de la psychiatrie, c'est d'étudier les maladies du système nerveux central. À la neurologie, les maladies du système nerveux périphérique. Il y a des hiérarchies qui bougent dans l'histoire. Il était le rédacteur en chef d'une des parties d'une énorme revue scientifique à l'époque qui s'appelait Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, en gros, journal pour une neurologie et une psychiatrie réunies, qu'on penserait ensemble. Et là, je pense que Pascal Antoine viendrait à notre rescousse. Il lui dirait, écoutez, professeur, c'est un peu long à expliquer. On a eu une tradition de neuropsychiatrie, mais il y a eu entre-temps quelqu'un que vous avez dû apercevoir qui s'appelait Sigmund Freud.
Et en France, on a aussi eu un homme qui s'appelait Lacan. Et là, c'est trop pour un esprit allemand. Freud, oui, il en a entendu parler, mais Lacan, ça devient vraiment compliqué. Est-ce que j'ai encore 3 minutes? Oui? Sans empiéter? Oui? Une expérience de pensée très rapide. Je vais vous assaillir de questions. Demandez-vous ce que vous y répondriez. Moi, pour beaucoup, je ne sais pas. Mais pour une fois, je me le suis formulé, j'ai constaté que je ne savais pas. On part en 2100. On n'est plus en 2014. C'est une illusion. On est en 2100. C'est à la fois proche et loin. Loin parce qu'il y a, sauf miracle, nous ne serons plus là. Et proche, j'ai des enfants en bas âge, les enfants qui sont nés dans les années 2000, j'ai cru lire qu'il y en a, au moins les filles, 1 sur 2 qui a une chance d'être centenaire. Donc c'est pas si loin, finalement. Je ne vais pas vous faire une utopie négative à la Régis Debray. Vous pouvez aller voir son livre « Plan Vermeil, une mauvaise proposition » inspiré de Jonathan Swift. Jonathan Swift disait « Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants ? Bon, on va les manger à table. Si on cote pour les pauvres, qu'est-ce qu'on fait des enfants des pauvres ? Ben, mangeons-les. Ça donnera de la nourriture aux pauvres. » Je vous laisse imaginer la solution que Régis Debray, dans ce livre inspiré de Swift, imagine pour les personnes âgées. Je vais faire 2 hypothèses. On est en 2100, il y a encore une vie sur Terre. Ce n'est pas sûr, mais faisons l'hypothèse. Il n'y a pas eu de 3e guerre mondiale. L'extinction des énergies fossiles n'a pas conduit à une guerre qu'on aurait maquillée en pseudo-conflit de civilisation. On a réussi à juguler l'exploitation déraisonnée des ressources. On arrive à nourrir l'ensemble de la population. L'air est encore à peu près respirable. L'eau à peu près potable. Pas trop de contamination radioactive. Une vie sur Terre est possible. C'est à peu près la paix. Ce n'est pas garanti, vous voyez, mais bon, faisons l'hypothèse. 2e hypothèse, on se dit que les projections démographiques qu'on nous présente sont à peu près réalistes. Il y a une hausse ou une stabilisation de l'espérance de vie. Et donc les enfants dont je parlais qui sont nés en 2000, ils ont à peu près une chance sur 2, un peu moins, d'avoir des enfants. Mais vous voyez que ça fait des familles bizarres. S'ils ont eu leurs enfants tard, ils ont des enfants qui ont 70 ans, qui n'ont peut-être pas encore atteint en 2100 l'âge légal de la retraite. Ils ont des petits-enfants de 40 ans, des arrière-petits-enfants de 10 ans. S'ils sont dans une famille où on a des enfants tôt, ils ont des enfants de 80 ans, des petits-enfants de 60 ans, des arrière-petits-enfants de 40 ans, et je vous laisse imaginer la suite. La maladie d'Alzheimer ne sera probablement plus à cette époque ce que j'ai appelé la maladie du temps, autrement dit, comme l'a été la tuberculose, le choléra, la peste, le cancer et le sida, la maladie qui aujourd'hui nous terrifie, a de fortes chances. Ça fera certainement du bien. C'est pas sympa pour qui ça va tomber probablement sur une autre maladie un jour. Pour l'instant, c'est sur nous, c'est lourd à porter, c'est celle-là qui est la plus, qui symbolise nos peurs individuelles et collectives, mais ce sera probablement plus le cas. Alors, petit sondage. On est en 2000, c'est Alzheimer qui arrive. On est en 2100. Est-ce que vous pensez que dans ce futur, on vous le demande maintenant à vous, on vous coince, est-ce que vous pensez qu'on aura trouvé un moyen d'enrayer la cascade amyloïde ? Si oui, est-ce qu'on aura éradiqué la maladie d'Alzheimer ? On aura trouvé, 2100, hypothèse, on a trouvé un moyen d'enrayer la cascade amyloïde et une thérapie contre la pathologie fibrillaire. Est-ce qu'on aura éradiqué la maladie d'Alzheimer ? On a trouvé un moyen d'enrayer la cascade amyloïde, une thérapie fibrillaire et un moyen de lutter contre les maladies vasculaires. On est fort, hein ? Est-ce qu'on a éradiqué la maladie d'Alzheimer ? On a trouvé un autre moyen futuriste. Est-ce qu'on a trouvé un autre moyen futuriste de l'éradiquer ? Thérapie génique, greffe de neurones. Est-ce que la maladie d'Alzheimer aura régressé elle-même ? C'est ce qui s'est passé pour certaines maladies. On a l'impression que c'est ce qui est en train de se passer dans notre cas aussi. Si elle a régressé d'elle-même, est-ce que c'est parce qu'on a amélioré les conditions de vie, parce qu'il y a eu un travail des femmes plus important, que notre travail, notre vie professionnelle, intellectuelle a été stimulante ? Si vous avez répondu oui une seule fois à la question, on aura éradiqué la maladie d'Alzheimer, vous pensez que c'est quand ? C'est ce que demande Marie-Ève Joël. 2025, 2050, 2075, 2100 ? Et qu'est-ce que vous voulez dire par là, on aura éradiqué la maladie d'Alzheimer ? Plus de démence du sujet âgé ?
Plus de dépendance du sujet âgé, plus de troubles neurocognitifs majeurs ou mineurs. Combien coûteront les traitements en 2100 ? Est-ce qu'ils seront intégralement remboursés par l'assurance maladie ? Est-ce que la France, l'Europe et le monde occidental seront encore des pays riches en 2100 ? Si on n'a pas trouvé de traitement efficace en 2030, est-ce que vous pensez que les laboratoires pharmaceutiques vont continuer à chercher ? Imaginons que nous soyons tous encore en vie en 2020 ou en 2030. On peut rêver, même le fumeur invétéré que je suis. Qu'est-ce que vous allez conseiller à vos enfants qui sont nés dans les années 2000, ou à vos petits-enfants, ou à vos arrière-petits-enfants, cette génération-là qui est née au début des années 2000, qui a à peu près une chance sur deux de devenir centenaire? Qu'est-ce que vous allez leur conseiller dans les années 2020 ou 2030 quand ils commenceront à gagner leur vie? Est-ce que vous allez les inciter, non pas à rédiger des directives anticipées, mais est-ce que vous allez les inciter à prendre des dispositions financières pour leurs vieux jours, à prendre une retraite, à prendre une assurance dépendance? Dernière hypothèse, imaginez que demain votre téléphone portable sonne, on vous propose rêvons. On vous propose de rejoindre un groupe de citoyens, vous avez été tiré au sort, pour prendre les décisions à l'OMS, à l'ONU ou au G8, et vous disposez d'une somme importante à consacrer à la maladie d'Alzheimer et aux maladies apparentées. À quoi vous utilisez cet argent? À qui vous le confiez? Vous avez le pouvoir discrétionnaire de le donner à qui vous voulez, sans justification autre qu'à vous-même. Quelle part vous mettriez pour améliorer le quotidien des personnes malades aujourd'hui? Quelle part vous mettriez dans la recherche biomédicale? Quelle part vous mettriez pour faire de la recherche afin d'améliorer la prise en charge des malades d'aujourd'hui, pour rendre l'action sociale et médico-sociale plus efficace et plus efficiente? Si vous aviez de l'argent pour améliorer le quotidien, vous feriez quoi? Mettriez le paquet sur la formation du personnel des maisons de retraite, sur le maintien au domicile, sur des campagnes de communication pour changer l'image de la maladie? Vous prioriseriez comment? On vous donnerait un budget colossal, mais ce ne serait quand même pas infini. Il faudrait faire des choix. Imaginez-vous que tel Alois Alzheimer, lors du voyage en solitaire que vous avez prévu la semaine prochaine au pôle Nord, chacun et chacune d'entre vous, mais solitaire quand même, n'allez pas au même endroit, vous vous retrouveriez enseveli sous la glace et on vous réveille en 2100. À quoi ressemblera la société française au plan démographique, au plan sociologique? Est-ce qu'il y aura encore des retraites? Est-ce qu'il y aura encore un système d'assurance maladie? Jusqu'à quel âge faudra-t-il travailler? Qu'est-ce qui restera de l'État-providence? Qu'est-ce qu'il y aura comme solidarité dans la société française entre les générations, au sein des communautés, au sein des classes, des castes? Est-ce qu'il y aura encore ce qu'on appelle une solidarité nationale? Quel sera le prix d'une maison de retraite? Pour quel type de service? Est-ce que c'est pour du low cost ou du 3 étoiles? Quel sera le reste à charge? Est-ce qu'on trouvera encore de la main-d'œuvre pour prendre soin des personnes âgées en perte d'autonomie fonctionnelle? Est-ce que partout il y aura des robots? Est-ce que toutes les personnes malades auront autour du bras un bracelet électronique? Si on a... Conclusion. Mais je pensais en avoir 30 dans le programme. Je conclus en reprenant les mots de Federico Palermiti, notre ami et collègue Federico, de l'audace du temps de bons arguments. De l'audace, on en a besoin pour interroger, pour comprendre les choix que nous faisons collectivement comme société, d'investissement, d'allocation de ressources pour la recherche qui est nécessaire, toute la recherche, pour la prise en soin. Nous avons besoin de temps et de préciser nos intuitions temporelles. À quel horizon temporel est-ce qu'on est susceptible de découvrir des traitements plus efficaces? Et on a besoin de bons arguments. Là, le choix, je vous ai montré, l'exemple d'Alzheimer visait simplement à montrer que c'est là qu'est né ce concept de neurodégénératif qu'on retrouve aujourd'hui. C'est sous sa plume à lui. Il a beaucoup plus inventé ce concept-là que découvert la maladie d'Alzheimer.
Il y a d'autres sons de cloche. Il y a Joël Ménard qui vous dit c'est une maladie neurovasculaire. Il y a Henri Brodati, un expert australien mondialement connu que la Fondation Médéric Alzheimer avait sollicité, qui nous dit que lorsque des traitements plus efficaces existeront, ils vont d'abord réduire l'amplitude des symptômes, allonger le nombre d'années pendant lesquelles on va vivre avec la maladie, les interventions sociales et médico-sociales, les innovations légales, l'innovation sociale qu'on commence à développer aujourd'hui vont être non pas juste nécessaires en attendant, mais probablement beaucoup, beaucoup plus longtemps qu'on ne l'imagine. Je vous remercie.